Alors, je vais faire une intervention assez brève et commencer en disant que Bahar est toujours en prison. Quand on le voit sur l'image, là, c'est pas quelqu'un qui est libre d'aller où il veut. Et donc, c'est la première chose qui est choquante, de voir que malgré le fait qu'il n'est pas dans une prison au sens, je dirais, traditionnel du terme, il est plus dans une prison au sens moderne, dans ce nouveau type de détention où on est un peu en prison mais pas vraiment en prison. En tout cas, il n'est pas libre de ses mouvements, il n'est pas libre de voir sa famille, il n'est pas libre de s'exprimer comme il veut. Et c'est évidemment très choquant d'un point de vue juridique. Alors on se souvient qu'il y a plusieurs affaires qui concernent Bahar Pimoubou. Il y a l'affaire belge, qu'on a tous connue, moi je ne défendais pas à l'époque. Et il a obtenu, après toutes ces luttes judiciaires qui étaient sans fin, un acquittement définitif. Et finalement, Bahar et la société civile a réussi à faire plier le parquet fédéral. Je pense que c'est ça un peu la leçon de cette affaire-là, avec des désirs au départ du parquet fédéral de mettre en œuvre de nouvelles définitions du terrorisme pour englober la liberté d'expression. C'était ça l'objectif politique, j'ai envie de dire, du parquet fédéral. Et grâce à la mobilisation, grâce au pouvoir judiciaire, je peux dire qu'il y a eu des décisions importantes qui ont été prises, ça n'a pas réussi. À l'époque déjà, on se souvient que Bahar avait été arrêté aux Pays-Bas pour des faits qui sont des faits anodins. C'est pour une prise de parole au Parlement européen, prise de parole virulente, hein, c'est la moindre des choses d'ailleurs par rapport à ce qui était dénoncé, mais c'est ça qu'on lui reprochait, c'était une prise de parole. Et déjà à ce moment-là, en 2006, les juges néerlandais avaient pris une position très claire par rapport au mandat d'arrêt turc, en disant que ce mandat d'arrêt violait la liberté d'expression et que ce n'était pas punissable en droit néerlandais, ce que Bahar avait réalisé au Parlement européen. Et puis il y a eu une période de latence, hein, appelons-la comme ça, pendant quelques années où Bahar a voyagé, n'a plus de problème. Et puis tout à coup, l'année passée, l'arrestation en Espagne, dans une église, une ancienne mosquée, c'est assez symbolique, et puis arrestation bizarre aussi, on ne sait pas très bien pourquoi tout à coup Bahar est arrêté face à ses enfants, je dirais d'une manière tout à fait horrible, voire crapuleuse, et puis placé en détention, et puis, bah, voilà, là il a été libéré, je dirais, pas pleinement non plus, parce que le procès continue en Espagne, libéré assez rapidement, paiement d'une caution, paiement d'un avocat sur place pour pouvoir arriver à obtenir cette libération, retour en Belgique, nouveau voyage en Italie, et de nouveau là, de manière, on ne sait pas pourquoi, mais il est arrêté en Italie, et là, libéré, mais moins libéré encore qu'en Espagne, puisqu'il y a cette assignation en résidence, qui est là vraiment, je pense, la manière dont les États arrivent à limiter au plus la liberté d'expression et de politique, c'est de dire à quelqu'un, vous ne pouvez plus bouger, vous devez rester dans un endroit, je ne sais pas comment c'est là-bas, peut-être que Bahar nous dira, mais dans un endroit qui est reculé par rapport à vos activités, et vous ne pouvez plus les exercer. Toujours sur la base du même mandat d'arrêt turc, même s'il y a des petits changements au niveau juridique, mais qui sont de détail. Et donc, ce qui est interpellant, finalement, c'est qu'on se dit, ben voilà, dans une matière juridique particulière, qui est l'extradition, qui est une matière traditionnellement qui est le monopole, l'apanage des États, qui est une matière très diplomatique, hein, puisque c'est un État qui demande à un autre d'arrêter quelqu'un, et que depuis le 19e siècle, ben, il y a des limites qui sont mises à ces demandes qui sont faites par certains États, mais qui ne sont pas des limites qui sont liées à la liberté individuelle de la personne, mais qui sont des limites qui dépendent, je dirais, du bon vouloir des gouvernements et de leur politique internationale et de la manière dont ils veulent la mener. Et ça, c'est un élément qui est fondamental, je crois, lorsqu'on réfléchit aujourd'hui à la question de se dire, mais comment est-ce qu'on va arrêter ce calvaire pour Bahar? Il y a ce premier élément qui est l'extradition au sens traditionnel du 19e siècle, est une matière diplomatique, et donc ce sont les États, c'est l'État belge, qui devrait exercer une pression maximale à l'égard de la Turquie pour qu'elle enlève ce signalement Interpol, pour qu'elle arrête que ce mandat d'arrêt, que la Turquie demande que Bahar soit arrêté. L'extradition a eu une évolution en droit pourtant très, très remarquable depuis le 19e siècle, aujourd'hui le 21e siècle, où
d'une matière plus diplomatique, on est devenu une matière plus judiciaire. Il y a des contrôles des juges qui sont exercés par rapport aux demandes qui sont faites par les pouvoirs exécutifs pour arrêter quelqu'un. Et ce pouvoir du juge a augmenté de plus en plus. Et on voit qu'aujourd'hui, si ce pouvoir du juge est assez fort et puissant dans le cadre du mandat d'arrêt européen, par exemple, où là, on a, je dirais, des décisions judiciaires qui peuvent être mises en œuvre au sein même de l'Union européenne. Ce n'est pas du tout le cas pour les demandes qui ne sont pas des mandats d'arrêt européens, mais des mandats d'arrêt demandés par des États tiers à l'Union européenne, où les décisions judiciaires n'ont aucune importance. La décision néerlandaise, oui, quand le juge espagnol voit qu'il y a déjà une décision qui a été prise sur la question, ben, il prend une demi-mesure, ou quand le juge italien constate la même chose, il reprend de nouveau une demi-mesure. Donc on est loin, je dirais, de la situation où les juges européens, qui sont censés finalement être les garants des libertés individuelles, mais ils ne peuvent pas exercer leur rôle dans cet espace de l'Union européenne. Ils ont une espèce de demi-rôle ou de sous-rôle. Et c'est ça l'autre point qui est évidemment choquant pour un juriste, c'est de voir que l'Europe s'est mise en œuvre au niveau de la répression d'une manière très importante, mais au niveau des libertés, on est dans une phase où on se rend compte qu'il y a des trous, qu'il y a des manquements qui existent. Alors, moi je pense que pour arrêter cette situation, oui, on réfléchit avec les avocats, l'avocat Gonzalo Boyer à Madrid, qui est un grand spécialiste de l'extradition, avec l'avocat Romoli en Italie, qui est aussi un spécialiste de la question, et avec des associations anglaises, je pense à Fair Trials International par exemple, qui a pris et qui représente Bahar pour l'instant, mais on est un peu bloqué, c'est-à-dire qu'on ne voit pas comment judiciairement on pourrait changer la situation, et on réfléchit, mais on est pour l'instant, je dirais, bloqué par rapport à ce manque qui existe en droit. Et donc, c'est ça, la manière, à mon avis, de pouvoir sortir de la situation et que des cas comme Bahar se reproduisent plus, c'est qu'il y a un manque au niveau législatif, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, pour que les décisions des différents juges européens valent sur tout le territoire de l'Europe, ce serait quand même le minimum. Et donc, pour conclure sur cette situation et comment en sortir, pour que Bahar ne soit plus dans une petite lucarne de Skype, mais qu'il soit avec eux à discuter, il faut qu'il y ait une pression maximale diplomatique, mais pas seulement de la Belgique, que la Belgique aussi fédère les autres États, l'État néerlandais, l'État espagnol, l'État italien, pour qu'ensemble il y ait une démarche qui soit faite à l'égard de la Turquie pour stopper cette demande injuste, et alors, d'autre part, qu'il y ait une action aussi, je dirais, législative de la Belgique, à la fois au niveau interne et au niveau européen, pour que le cas de Bahar devienne vraiment emblématique et que cela change la législation qui existe actuellement en la matière. Voilà les quelques points que je voulais dire, et bien sûr je suis disposé à répondre à vos questions si vous en avez au niveau de la situation de Bahar juridique.